Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 25 novembre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés avec des indices qui ne lâchent rien, qui ont terminé en nette hausse hier, qui profitent encore du soulagement, comme vous le savez, lié aux dernières nouvelles jugées rassurantes de la transition présidentielle aux États-Unis, qui amplifie aussi l'effet porteur des progrès de la recherche de vaccins contre le coronavirus. En parallèle, l'assouplissement du confinement officiel au Royaume-Uni et en France a aussi contribué un peu à l'amélioration du sentiment de marché. Donc, on a toujours des actions en fait qui continuent ainsi de bénéficier d'un regain marqué d'intérêt des investisseurs, alimenté encore une fois par la perspective de l'arrivée prochaine de vaccins contre le Covid et par l'évolution de la situation politique aux États-Unis, notamment avec le feu vert de Donald Trump au lancement formel du processus de transition concernant la future administration Biden. Toutefois, ce matin, on recule un peu, on a ouvert dans le vert pour les bourses européennes et là, on cède du terrain. Des opérateurs qui se montrent maintenant plus prudents avant une série d'indicateurs américains et avant la pause aussi de Thanksgiving sur les marchés américains. Donc, d'une part, on aura cet après-midi une série d'indicateurs, parmi lesquels la deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre et aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc cela devrait logiquement créer un peu de volatilité à partir de 14 heures. Concernant les US, eh bien, Wall Street enchaîne les records puisque le Dow Jones a atteint pour la première fois le seuil symbolique des 30 000 points. Les investisseurs, comme je vous le disais, anticipent toujours une reprise économique en 2021, portée bien évidemment par les espoirs de vaccins et le lancement aussi formel du processus de transition gouvernementale aux États-Unis. Pour l'instant, le pire est derrière nous. On enchaîne les records, toutefois, prudence, car là, on fait face quand même, je trouve, à de l'euphorie au cours des dernières séances, notamment sur pas mal de classes d'actifs. Et bien entendu, on a aussi eu la probable nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor, qui a été particulièrement bien reçue, puisque en fait son arrivée à la tête de la politique budgétaire est perçue comme un gage de la poursuite d'une politique de relance. Donc, qui dit politique de relance dit nouvelle injection de liquidités sur les marchés financiers. Lundi, je vous montrais justement un graphique de la capitalisation boursière mondiale qui évoluait un peu en tandem avec le bilan des banques centrales. C'était notamment les prévisions de JP Morgan. Et récemment, nous avons eu les prévisions de Morgan Stanley sur le bilan du G4. Et force est de constater que ce dernier est en adéquation avec celui de JP Morgan. La banque prévoit elle aussi une expansion du bilan pour 2021 et 2022. Donc très clairement, les banquiers centraux n'ont pas prévu de se reposer l'année prochaine ni en 2022. Après avoir injecté quasiment 10 000 milliards sur les marchés en 2019, on devrait atteindre les 25 000 milliards. Actuellement, on est aux alentours de 23, 24, mais la BCE a prévu d'injecter 500 milliards de plus d'ici la fin de l'année. Donc, on devrait avoisiner les 25 000 milliards de dollars et poursuivre cet élan pour atteindre 28 000 milliards en 2021 et commencer
à se stabiliser aux alentours des 30 000 milliards pour 2022, si d'ici là, bien entendu, il n'y a pas de crack ou de nouvelles secousses sur les marchés. Intéressant de voir quand même à quel point on assiste à une politique monétaire ultra accommodante, et c'est du jamais vu dans l'histoire, puisqu'en 2008, lorsqu'elles ont sauvé les marchés, elles ont seulement, j'ai envie de dire, injecté 2400 milliards de dollars. Là, actuellement, on a injecté 10 000 milliards. Donc là, ça représentait 7% du PIB mondial, alors qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 29% du PIB mondial. Donc, très clairement, je ne sais pas, du moins je pense que cela aura des conséquences à long terme sur les marchés. Comme vous le savez, cela a aussi tendance à doper et à gonfler de manière artificielle les cours des actions, puisque ces dernières se sont quand même envolées. Je ne pense pas qu'on aurait des titres aussi hauts, en tout cas pour certaines valeurs, si on n'avait pas eu un coup de pouce gigantesque des banques centrales. Néanmoins, j'estime que cette politique n'est pas sans risque. En tout cas, pour le moment, les investisseurs continuent de croire dans les outils des banquiers centraux, mais si demain la confiance se perd, cela pourrait être catastrophique. En parallèle, on a quand même une légère perte de confiance puisque ce bilan, en tout cas, évolue aussi en tandem avec le cours du Bitcoin. De ce fait, on assiste en 2020 à des opérateurs qui allouent une partie de leur portefeuille, une partie de leur trésorerie aux crypto-monnaies, puisqu'elles sont jugées, elles ne sont pas jugées en tout cas manipulées, elles ne sont pas manipulables par les banques centrales comme les monnaies fiat. Et donc, derrière, ce qui fait craindre les investisseurs, c'est la dépréciation du dollar. Donc, ils cherchent à s'orienter vers des monnaies numériques qui ne subissent pas en tout cas une dépréciation à cause de la planche à billets illimitée. Ici, c'est un graphique du gold et des taux d'intérêt réels. Et en fait, l'or continue de faire ce qu'il a toujours fait depuis des décennies. Suivre les taux d'intérêt réels à l'inverse. Donc, lorsque les taux remontent, l'or chute, et lorsque les taux chutent, l'or s'apprécie. Voilà, entre autres, ce qui explique la faiblesse du métal jaune depuis quelques semaines. Comme je vous le disais, on a quand même des investisseurs qui s'orientent vers les monnaies numériques. L'once d'or et le BTC évoluaient à peu près en tandem. Bien sûr, en termes de pourcentage et de performance, ce n'était pas du tout la même chose. Mais depuis le creux du mois de mars, les deux évoluaient aussi en tendance haussière et suivaient à peu près la même dynamique. Toutefois, ce qui freine le gold et pas le Bitcoin, ce sont les taux d'intérêt. Car on assiste toujours à un dollar qui est très faible. La preuve, l'euro est en train de franchir sa résistance au-delà des 1,1875. Donc, un dollar qui continue de se déprécier, des politiques monétaires massives qui devraient une nouvelle fois arriver sur les marchés. Donc, tout cela est profitable à l'or, mais le dernier élément, ce sont les taux d'intérêt et généralement, on a quand même une corrélation parfaite entre le gold et les taux d'intérêt. Effectivement, depuis plusieurs semaines maintenant, on assiste à une remontée des taux, ce qui ne profite pas à court terme à l'once d'or. Mais si ces derniers étaient amenés à rechuter, en tout cas, il faudrait s'attendre une nouvelle fois à une nouvelle jambe de hausse sur l'or. Même si je reste positif sur le métal jaune, je considère qu'à court terme, on est plus dans une phase de correction et que ce seul élément-là, à savoir les taux, ne suffiront pas à retourner la dynamique actuelle qu'on a sur le métal jaune.
je considère qu'on a des forces, d'autres forces en tout cas, qui sont en place sur les marchés, comme je vous le disais, les banques centrales notamment, la dépréciation du dollar qui devrait s'accentuer sûrement au fil des mois à venir. Donc, j'estime que à court terme, nous sommes sur une correction de marché, mais qu'à long terme, potentiellement, pour assister à une nouvelle jambe de hausse. On fera le point techniquement juste après, puisqu'on se situe sur un niveau technique clé, à savoir celui des 1800 $. Concernant la partie technique avec les indices, on est pile poil dans la zone hebdomadaire. Donc, j'attendrai une clôture hebdo pour valider ou non sa cassure. Effectivement, en daily, on a tenté, on s'est offert le luxe de passer au-dessus, mais étant donné que c'est une zone hebdomadaire, voire même mensuelle, il est préférable d'avoir une clôture au minimum hebdomadaire. Le mieux serait mensuel pour confirmer la cassure. Vous voyez qu'en hebdomadaire, on a tenté à plusieurs reprises de s'extraire de cette zone en 2017, 2018 jusqu'à 2019, mais en mensuel, très clairement, le niveau est très propre. Et là, pour l'instant, on est pile poil dessus. Donc, il reste encore quelques séances à la fin du mois. Rien n'est fait. On peut toujours être maintenu en échec sur cette résistance. Ainsi, la clôture de la semaine va être primordiale pour l'indice CAC 40 puisqu'elle permettra de donner un peu plus de visibilité sur l'indice. En tout cas, pour l'instant, je ne suis pas en données journalières, ça cale. On était dans le vert ce matin, donc à voir cet après-midi avec les chiffres macroéconomiques qui vont tomber. Mais pour l'instant, on sent que les vendeurs sont présents et sortent du bois à l'approche de cette zone, au contact du moins de cette zone. Toujours une divergence baissière qui est en train de se former. Elle n'est pas validée pour le moment, donc toujours pas de signal technique baissier. Voilà, il faudrait vraiment qu'on ait une incursion, qu'on repasse sous les 5535 pour valider cette divergence, pour qu'on casse même la Tenkan. Là, potentiellement, on aurait un signal technique baissier à venir. En parallèle, bien entendu, ce serait aussi un signal de renforcement si on pouvait avoir un chandelier de retournement. Donc là, on a ouvert avec un gap haussier ce matin. Pour le moment, on est revenu combler le gap d'ouverture. Mais si derrière, on accélère cet après-midi, prudence, on pourrait dans ce cas-là former un avalement baissier en parallèle de notre divergence et donc déclencher ce plan baissier sur le CAC 40. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt, même si des signaux techniques commencent doucement à se matérialiser sur l'indice. Il va falloir encore prendre son mal en patience et attendre qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent de plus concret. En tout cas, à surveiller, mais là, même en données 4 heures, la dynamique reste haussière, on a du mal à franchir la Tenkan, on est pile poil dans la zone, donc effectivement, si on clôture en hebdomadaire au-dessus de cette zone, eh bien, je m'avouerai vaincu sur l'indice 440 avec des perspectives de poursuite de la hausse, mais tant qu'on est dans cette zone et que le marché continue de caler et qu'on forme des signaux techniques de retournement, j'estime qu'une correction de 3, 4, voire même 5% est légitime. Après une hausse de 20% en même pas un mois. Concernant le DAX, très intéressant techniquement, pareil, bull trap, énorme bull trap ce matin, on ouvre avec un gap et là on fait un avalement baissier en données 4 heures, très propre. Et les vendeurs sortent du bois à l'approche de cette zone, du moins on a un double niveau de résistance. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, voilà, si je prends cette droite de tendance baissière qui passe par le plus haut historique,
Voilà. On est venu caler, tout simplement, contre ce double niveau de résistance. Oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis le fameux crack, couplé quasiment à la borne haute de notre range. Donc, on a tenté, derrière, on sent que les vendeurs sortent du bois à l'approche de cette zone. Et effectivement, c'est le pivot clé, comme je vous le disais lundi, à franchir pour espérer venir combler ce fameux gap à 13 500 points. Et plus si affinité, on pourra aller chercher les 13 800 les plus hauts historiques. Mais pour l'instant, un marché qui manque de carburant, qui donne l'impression de s'essouffler, en tout cas. Pareil, la bougie du jour va être intéressante. Pour le moment, on est quasiment sur un avalement. Mais si on accélère, eh bien, on pourrait déclencher un signal de retournement baissier sur résistance, sur double niveau de résistance, et donc commencer une correction de marché de quelques pourcents avant de repartir. Mais là, j'estime toujours qu'on est monté un peu haut, un peu vite. Même si tous les voyants semblent au vert, ne cédons pas trop vite à l'euphorie et une pause s'impose, en tout cas, après une telle hausse. Et une correction serait plus saine pour tenter de construire une tendance de moyen long terme si on était amené à poursuivre cette dynamique. Mais en tout cas, pour l'instant, comme sur le CAC, je me montre prudent sur les achats et plutôt intéressé pour des stratégies vendeuses face à cet obstacle de taille et à ce bull trap qu'on a eu ce matin sur l'indice. Donc réintégration du range et pourquoi pas avoir une nouvelle rotation des prix vers la borne basse. Le Dow Jones, par contre, plus coriace l'indice. Déjà, l'avalement baissier invalidé, ici, donc très clairement validé. On a clôturé au-dessus des 30 000 points. Et ensuite, deuxième élément technique, c'est la sortie de ce triangle par le haut, qui ressemble quand même à un triangle de consolidation. Juste ici, donc sortie par le haut, pullback. Pour l'instant, est-ce que les US vont peut-être surperformer et l'Europe subir une correction? C'est vrai que si vous avez une stratégie vendeuse, il faut vendre l'indice le plus faible. C'est le CAC ou le DAX. Et pour l'instant, le Dow Jones, lui, bien au contraire, j'ai l'impression qu'il nous délivre un signal technique haussier. Basculons sur le futur pour voir si ce triangle est validé. Et on est pile poil dessus. Donc ça va être très intéressant de surveiller les chiffres cet après-midi, voir comment le marché digère un peu toutes ces annonces. Mais sinon, potentiellement, on a un signal technique haussier qui laisse à penser qu'une nouvelle jambe de hausse pourrait se mettre en place sur l'indice, avec des perspectives haussières aux alentours de, dans un premier temps, en parallèle de ça, on a la sortie du canal haussier, mais là, ce serait les 31 000 points, et je sais que la sortie du canal, c'est aux alentours de 31 200, il me semble. Donc, à surveiller en tout cas, pour l'instant, on est sur support. On avait des plus hauts ici, on a cassé, on est sur support, donc on ne vend pas en support. On attend sa cassure, mais je ne trouve pas la configuration, en tout cas sur le Dow Jones, aussi belle à la vente que pour le CAC ou pour le DAX en tout cas. Là, bien au contraire, triangle ascendant, sorti par le haut, pullback en cours. Chiffres cet après-midi, FOMC aussi ce soir, on a les minutes de la Fed. Donc, à surveiller en tout cas. Peut-être que l'un des deux indices, l'un des trois indices ment sur la direction des prix à venir, mais il est aussi possible que le Dow Jones ait bien envie de surperformer, comme il sait bien le faire, généralement face aux places européennes. En tout cas, à surveiller ce triangle et sur les places européennes, plutôt les divergences et l'avalement baissier qu'on est quand même en train de former en données journalières.
concernant le Forex, on va reprendre un peu les paires qu'on avait étudiées lundi, puisque je trouve que la configuration s'y prête bien. L'euro, c'est très propre. Pareil, c'est vrai qu'on a les chiffres cet après-midi, mais la clôture est belle. Un beau Marubozu haussier. Enfin, après, durant de longs mois, on faisait de la mèche. Là, on n'est pas sur de la mèche, on est sur une clôture. Une belle clôture en Marubozu au-dessus des 1,1875. Certes, on a quand même, comme je vous le disais, les chiffres macro, pas mal de chiffres macro, la réunion du FOMC qui va tomber d'ici ce soir et cet après-midi, enfin, du moins entre ce soir et cet après-midi. Mais sinon, ça reste haussier. Le dollar continue de se déprécier face à un panier de devises de référence. Et la résistance des 1,1875 vient de céder sous la pression acheteuse. Fin de consolidation dans un range, dynamique haussière. J'ai tendance à être haussier et à viser les 1,2040. Donc, pareil, on fera le point vendredi. Mais là, en tout cas, dans l'immédiat, je ne vois pas de signal de retournement baissier. Bien au contraire, j'ai l'impression qu'on assiste plutôt à une fin de consolidation dans cette espèce de range, à la fois ce canal baissier, que les acheteurs ont bien envie de poursuivre cette dynamique pour aller chercher les 1,2040 et pourquoi pas les 1,2180. En tout cas, la dynamique reste haussière et je pense que l'euro devrait continuer de s'apprécier au fur et à mesure des semaines. Sauf si nouveau choc sur les marchés. Encore une fois, le dollar continue de jouir de son statut de valeur refuge en cas de choc assez violent. Mais sinon, pour l'instant, on assiste à une dépréciation et un signal technique aussi. Du moins, j'en ai bien l'impression. On avait ce fameux range 1 heure ici, on a tenté de sortir par le haut. On va quasiment avoir un deuxième triangle. Bref, pas évident sur l'euro, enfin plutôt haussier pour l'instant, avec la clôture de hier. Il n'est pas terrible ce triangle. Je reste quand même haussier, dans l'attente des chiffres, bien entendu, mais d'un point de vue technique et graphique, la clôture d'hier permet d'entrevoir une nouvelle jambe de hausse pour les jours qui viennent. L'AUD-USD. Alors on est venu caler sur la fameuse résistance des 0,7361. Rappelez-vous, hein, c'est cette grosse zone, voilà, juste ici, qu'on a travaillé en 2015. Là, on avait fait de l'excès en 2016, pareil en 2016 sur mèche. Ici, on avait bien travaillé, pareil, on avait fait le pullback. On est venu buter une nouvelle fois au mois d'août, et là, on a calé sur cette zone. Donc, on a certes une grosse zone technique à franchir pour aller chercher le prochain niveau, mais une dynamique qui, elle, reste haussière, et surtout une sortie de triangle qui a été validée. La bougie de la veille, pareil, juste splendide, on prend 1%, c'est une bougie flux, on casse la résistance, derrière ça cale un peu ce matin, mais si on affine en données 4 heures, on a eu une sortie par le haut de ce triangle ascendant et on assiste à un pullback en cours. Donc, tant qu'on ne repasse pas sous la borne haute, même sous la Kijun et la MM50, les perspectives restent haussières. Et cette sortie de triangle, avec son pullback, pourrait nous conduire en tout cas à un nouveau plus haut aux alentours de 0,7336. Même si j'estime que ce niveau ne correspond pas à grand chose, c'est surtout ce niveau-là qui gêne, hein. Vous voyez que là on a buté dessus, on fait le pullback pour l'instant, donc il faudrait que ça tienne, que les vendeurs réussissent à garder l'ascendant psychologique qu'ils ont depuis maintenant plusieurs mois. Et derrière, si on franchit ce niveau, accélération pour atteindre l'objectif théorique et la seconde zone
qui m'intéresse aux alentours de 0,75. Le GBP/USD, c'est la même chose. On est vraiment sur des niveaux clés de partout. Forex, indice, gold, sauf le pétrole qui a déclenché son signal technique haussier hier, je crois. Mais sinon, on se trouve à la croisée des chemins sur pas mal de paires. Donc, dans l'attente d'un catalyseur, j'ai envie de dire, pour confirmer ou pas ces signaux techniques. Mais pareil, hein, on est dans la zone, ça démarrait bien lundi, en tout cas, on avait une belle bougie flux, on a clôturé en dessous, là on a clôturé au-dessus hier. Bon, c'est une petite bougie un peu faiblarde, je trouve. Là, on repasse doucement en dessous. Le marché attend un nouveau news flow, un nouveau catalyseur pour tenter de s'extraire de ces niveaux vraiment majeurs et clés pour poursuivre leur dynamique. Mais le GBP/USD, sinon, c'est exactement la même chose, hein. Voilà. Cette fameuse oblique en place depuis 2007 qui vient coiffer les prix. La fameuse zone des 1,3550 qu'on n'a jamais réussi à franchir en clôture hebdomadaire depuis maintenant pas mal de temps, plus de 2 ans. Par conséquent, une clôture au-dessus de ce seuil devrait logiquement conduire à une nouvelle vague haussière en direction des 1,36. Bien entendu, les négociations commerciales post-Brexit vont aussi jouer et avoir un impact important. Si jamais elles étaient amenées, si les pourparlers n'aboutissaient à rien, on peut très facilement entrevoir un retour sur les 1,27 voire les 1,2015, très clairement, et avoir la parité sur l'euro GBP. Par contre, si Londres et Bruxelles parviennent finalement, après cette longue saga, à un accord commercial, la livre sterling devrait saluer cette bonne nouvelle et s'envoler vers les 1,36 et reprendre même de la hauteur en direction des 1,30. Donc, affaire à suivre en tout cas. Mais pour le moment, c'est plutôt haussier. On se situe sur un niveau clé. On pourrait très bien monter au niveau des 1,36 en attendant l'accord commercial, puisque la date butoir en plus c'est le 31 décembre 2020. Après ça, logiquement, les négociations sont censées s'arrêter et on dit au revoir au Royaume-Uni gentiment. Mais pour l'instant, les négociations se poursuivent en visioconférence. Mais on pourrait aussi continuer à grappiller et à grimper comme ça. Mais par contre, le jour où la nouvelle va tomber, là, on peut s'attendre à un gros décalage sur le marché, à la hausse ou à la baisse. En tout cas, en données daily, pour l'instant, on se trouve à la croisée des chemins. On surveillera la cassure et peut-être que cet après-midi, avec les indicateurs macro, on pourra avoir un peu plus de visibilité concernant cette stratégie sur le GBP/USD. Les matières premières maintenant, avec le gold. C'est ici que ça se passe. Et après, je m'avoue vaincu sur le gold, même si je trouve qu'on a un excès de pessimisme sur le métal jaune, étant donné le contexte. Mais on est dans l'euphorie du vaccin, on est dans l'euphorie de la transition, enfin pas de la transition énergétique, de la transition avec Joe Biden qui finalement a reconnu, Donald Trump qui cède sa place à Joe Biden. Bon, intérieurement, il ne reconnaît pas sa défaite, mais publiquement, il cède gentiment sa place à Joe Biden. Donc on est dans l'euphorie de le risque politique en tout cas diminue, on est dans l'euphorie des vaccins. Effectivement, depuis la fameuse annonce, on perd quand même 8%, quasiment. Mais ça reste haussier pour l'instant. En tout cas, en daily, c'est baissier. Très clairement, on est dans une tendance baissière en unité de temps journalière. En hebdomadaire, ça reste haussier. Et on est
venu chercher en quelque sorte la ligne de coup de cette soucoupe, cette figure chartiste qui ressemble à une soucoupe. Donc, pour l'instant, on pourrait penser que les prix effectuent un pullback. Je reste positif, en tout cas, j'estime que les acheteurs vont défendre ce niveau, qui est quand même une sacrée zone de support. On l'avait même pas pullbacké ici. Peut-être que c'est finalement à long terme ce qu'on est en train de faire. Énorme zone de support à 1800, 1790, 1805. Moyenne mobile 200 qui arrive en soutien. Donc, double niveau de support, deux éléments techniques qui convergent. Maintenant, il faut que les acheteurs sortent du bois, se manifestent et tentent de déclencher le rebond. Mais pour moi, comme je vous le disais, si on enfonçait les 1852, la zone ici constituait potentiellement une zone d'achat idéale à mettre à profit pour tenter derrière de reprendre de la hauteur et marquer un creux de marché à moyen terme. J'aimerais bien avoir un changement de retournement. Pour le moment, ce n'est pas le cas. J'ai uniquement identifié cette très belle zone qui pourrait en tout cas freiner dans l'immédiat la baisse assez violente qu'on a eue, permettre un rebond technique et derrière, si on repasse au-dessus des 1852, effectuer un creux de marché à moyen terme avec des perspectives de redémarrage haussier. En données 4 heures, on n'a pas plus d'informations que ça. Deux éléments intéressants, ce serait potentiellement l'étoile du matin qu'on a eu ici, l'avalement 4 heures aussi. En données 1 heure, on a quand même cette divergence haussière avec ce sentiment qu'on a fait un double creux. Donc pareil, voilà pourquoi j'estime, en tout cas, j'anticipe un creux, peut-être que je me trompe, mais on est quand même sur une zone hebdomadaire, on a quand même chuté de 8%, on a une moyenne mobile 200, on a un gros niveau technique, et là on a validé une divergence haussière en données 1 heure. Pour le moment, le marché se stabilise, mais j'aimerais bien qu'on continue, qu'on remonte doucement. Donc en données 4 heures, des chandeliers de retournement, divergence 1 heure validée. Pareil, hein, si je prends l'objectif théorique, le premier objectif, ce serait 50% de retracement de cette dernière vague de baisse. Donc aux alentours, à mon avis, des 1840. Voilà, 1840, pile poil. Donc prudence sur les ventes, bien entendu. On ne vend pas un support. Au contraire, on cherche plutôt à se positionner si on a des signaux de retournement haussier. Et là, surtout sur ce type de support-là, tant qu'on n'a pas une incursion sous ce niveau, je continue. Du moins, j'estime que le marché pourrait tenter un redémarrage haussier de court terme. Et peut-être derrière, finalement, déclencher une nouvelle jambe de hausse plus importante à moyen terme. Mais pour l'instant, là, je considère que c'est un niveau à travailler pour tenter quelque chose d'intéressant sur le gold. Le pétrole Brent. Sortie de range par le haut, très propre. Belle bougie, beau chandelier japonais, on prend 4%, cassure par le haut, rien à dire. Très propre. On est libéré de tout obstacle. Donc là, très clairement, c'est bullish. C'est bullish sur le pétrole. Dopé par l'effet vaccin et par les mesures aussi, enfin les anticipations concernant la production de pétrole, concernant, enfin du moins la réduction le report de la réduction des productions de barils, visant l'OPEP. Donc tous ces éléments font que le pétrole Brent a le vent en poupe.
Et cette sortie de range par le haut ouvre la voie à de nouvelles perspectives haussières. Donc, dans un premier temps, ce serait d'aller chercher les 50. Pourquoi pas assister à un pullback quand même, parce que là, pareil, 30% en même pas un mois. Bon, j'attendrai quand même un pullback avant de repartir pour aller chercher une à une les prochaines résistances. Voilà un peu le scénario sur le pétrole Brent. Pour l'instant, les acheteurs ont gardé la main, gardent la main. On est monté peut-être un peu haut, un peu vite. Ce serait bien d'avoir un pullback. Ça permettrait de dégonfler un peu les indicateurs, d'affiner notre entrée, votre entrée en position. Et derrière, se positionner en fait dans le sens du flux pour aller chercher les prochaines résistances journalières. Ouais, en données 4 heures, effectivement, la sortie du triangle ici anticipait la sortie par le haut de ce triangle, ce qui a été le cas. Mais là derrière, on est quand même un peu éloigné de la Tenkan et tout, donc une correction, pourquoi pas venir prendre appui sur notre Kijun 4 heures avant de repartir dans le sens du flux. Essayer de cadrer ça à l'intérieur d'un canal haussier, ce serait propre. De venir chercher la borne basse pour repartir de plus belle. En tout cas, c'est bullish. Le light, exactement la même chose. Sortie de triangle, données 4 heures, sortie de range par le haut, c'est bullish. Pourquoi pas avoir un petit retour ici avant de repartir. Bon, on est déjà venu chercher le premier palier à 45,50. En hebdomadaire, voilà. Le prochain gros niveau, ça va être vraiment les 50-52, les 50. L'ancienne borne basse de ce range qu'on avait ici. Mais encore une fois, c'est haussier. Haussier, pourquoi pas chercher le pullback. Deux scénarios, soit le pullback pour affiner, se dire ça va repartir. Si pas de pullback, attendre la cassure de cette résistance avec un stop loss juste en dessous pour aller chercher le prochain niveau. En mode trend following, hein, une fois qu'on casse les précédents plus hauts, la cassure, logiquement, est souvent un signe d'accélération à venir. De ce fait, si on n'assiste pas à un pullback, on peut se dire que la cassure de ce niveau-là, avec un stop juste en dessous, devrait logiquement permettre la poursuite de ce flux qui est haussier en fait depuis le début du mois. Donc même stratégie que sur le Brent. De toute façon, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Pour terminer, le Bitcoin. Bah, très bullish, hein. Très bullish même. Pour l'instant, on continue de s'enflammer, tout simplement. Et je pense qu'on va aller chercher les plus hauts historiques. Ce serait quand même vraiment dommage d'échouer si près du but. De se dire là, retournement de marché, ce serait vraiment moche. Et je verrais bien quand même le franchissement de la barre symbolique des 20 000, enfin, du moins du plus historique, ou au moins une mèche. Après, on peut très bien continuer cette hausse jusqu'à 22, 23, peut-être 24, que sais-je. Mais tôt ou tard, ça va purger. On va sûrement assister à une nouvelle correction, 4, 5, 7%, avant de redémarrer. Mais, encore une fois, j'avertis sur cette hausse qui devient parabolique. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour rentrer sur le marché, en tout cas. Et attendre une correction serait plus sage. Car là, on commence à entrer en mode FOMO.
même si toutes les conditions ne sont pas réunies, hein. Rappelez-vous, j'évoquais cela lundi ou la semaine dernière, je ne me souviens plus, avec le graphique du BTC par rapport aux recherches faites par les internautes et la popularité à travers les médias. Et pour l'instant, on n'est pas sur des niveaux aussi impressionnants que ceux de 2017. Donc tout n'est pas réuni pour le bull run optimum, en tout cas, le FOMO. Mais quand même, ça commence à saturer. Très éloigné de la Tenkan, on commence à rentrer dans des niveaux de RSI où ça commence à être surchargé. On est rentré dès 10 000 points, 12 000. Bon, on a quasiment doublé. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais pour le moment, c'est haussier et je ne vois pas de signal technique de retournement. Ça deviendra intéressant si le RSI sort de sa zone de surachat. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous voyez à quel point c'est important de bien connaître le RSI. C'est quand on entre dans une zone de surachat, sauf si on atteint les niveaux extrêmes aux alentours des 95, 96, là oui, il faut commencer à se montrer prudent. Mais c'est surtout un signe de force acheteuse qui est actuellement en place. Et la personne qui s'amuse à vendre à chaque fois que le RSI rentre en zone de surachat, il se fait torcher par le marché. Et vous voyez que la personne qui s'est amusée à vendre ici, eh bien, je plains son capital de trading à l'heure actuelle. Le RSI, certes, il permet de prendre la température pour se dire si on est dans des situations trop extrêmes de surachat ou de survente, mais quand on se stabilise et qu'on évolue comme ça, en fait, c'est juste une force acheteuse. Ça permet de mesurer le flux actuel et la force acheteuse qui est actuellement en place. Et donc, tant qu'on ne ressort pas de cette zone, eh bien, j'estime que ça reste aussi et qu'on peut très bien monter jusqu'à 21, 22, 23 000. Pas de divergence non plus, pour l'instant. De ce fait, je surveillerai si on casse ma Tenkan, si on sort. Effectivement, là, j'inviterai à la prudence sur la hausse. Mais sinon, pour les autres, qui sont toujours dans cette magnifique dynamique haussière, en place depuis le double creux ici qu'on avait eu au mois d'octobre, eh bien, vous remontez tranquillement votre stop loss. Et logiquement, il doit être placé aux alentours des 17 250. Vous pouvez même le remonter vers les 17 500, 17 640. Vous voyez que la Tenkan, pour l'instant, elle ne bouge pas. Donc, d'un point de vue des prix, ce serait sous les 17 250. On s'approche de la prochaine zone. Et après, de toute façon, j'ai plus d'objectifs à mettre en place pour aller chercher les prochains niveaux. Mais en tout cas, on remonte son stop. Et si le marché est amené à purger de 5, 10, 15, 20%, comme il sait bien le faire, eh bien, vous êtes protégé et vous sortez avec un super gain. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Et on se retrouve donc vendredi pour faire un point complet sur l'ensemble des marchés.